Au moment où j'ai eu l'idée de cette vidéo, il y a 6 mois à peu près, je vous avais publié un tweet vous demandant si vous connaissiez quelqu'un qui s'était déjà fait pirater un compte Spotify, Netflix, etc. Vous étiez 20% dans ce cas-là, et très nombreux également à me donner vos témoignages. Dans ceux que j'ai bien aimés, Doc qui nous dit « Mon compte Spotify, au début ça me coupait la musique et switchait seul, bizarre. Puis je me suis aperçu que j'écoutais en boucle un obscur morceau de techno ukrainien. » Changement de mot de passe et c'était terminé. Et Guidouche qui nous dit, très original, c'est arrivé à un pote à moi et le gars qui s'en servait a jamais fait le con, il a utilisé seulement le soir pour regarder des séries, donc au final, mon pote l'a laissé regarder. Il y a vraiment un défaut majeur que tu as à l'heure actuelle, ça s'appelle la gentillesse excessive. Une très grande tolérance de la part de ce monsieur avec la piraterie. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que peu de gens connaissent, mais qui est en réalité extrêmement développé, la vente et le trafic de comptes piratés. Un marché noir très abouti. Ce sera également l'occasion de vous reparler de notre sponsor Dashlane, probablement le gestionnaire de mots de passe le plus connu, qui vous permet d'avoir des mots de passe différents et robustes sur tous vos sites, tout en gagnant pas mal de temps. Mais ça, je vous en reparle en fin de vidéo. Déjà, pour poser le contexte, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une personne sur 3 qui déclare s'être fait pirater déjà un compte. Si on ajoute à ça une augmentation assez significative des leaks de bases de données ces dernières années, on comprend qu'il y a un vrai sujet autour du piratage de comptes, et je sais que ça peut être assez intriguant pour certains de savoir pourquoi ils font ça. À quoi ça sert de pirater des comptes et est-ce que ça peut être lucratif? Déjà, pour qu'il y ait un trafic, il faut déjà que ces comptes soient volés. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? Une des méthodes les plus classiques, c'est ce qu'on appelle le phishing, dont on a parlé très régulièrement, qui consiste à imiter une page web pour vous voler vos identifiants. Une autre façon de faire, c'est via le piratage pur et simple de votre machine. Que ce soit parce que vous avez téléchargé un logiciel craqué infecté ou un film piraté, ou alors parce que vous avez cliqué ou téléchargé sur une pièce jointe infectée aussi. Bref, un pirate a pris possession de votre ordi ou de votre téléphone. En général, très rapidement après ça, pour pouvoir rentabiliser son piratage, il va effectuer une exfiltration d'un maximum de données, notamment vos mots de passe, vos cookies de session qui vont lui permettre de se connecter directement à votre compte sans même s'embêter avec votre mot de passe, etc., etc. En général, dans ce genre de cas de figure, ils vont vendre tout ça sous forme de pack. Vos mots de passe, vos données, vos cartes d'identité. Ils vont vendre tout d'un coup et ils vont appeler ça un bot. Sauf que, en réalité, la façon la plus commune de récupérer ce genre de compte, c'est via ce qu'on appelle des combo listes. Alors une combo liste, c'est une liste d'identifiants et du mot de passe qui lui est associé. Quand je dis une liste, ça peut faire des gigas, donc c'est des centaines de millions potentiellement de combinaisons identifiants mot de passe. Dans le milieu, ils appellent ça des logs. Cette liste, elle provient en général de sites qui ont été piratés. Ça peut être des petits sites qui vont pirater eux-mêmes ou des énormes leaks qui ont lieu plus ou moins chaque année de centaines de millions d'utilisateurs. Une fois qu'ils ont créé ces combo listes, ils vont utiliser certains outils comme par exemple Sentry MBA qui vont leur permettre de faire des tentatives de connexion, de vérifier si oui ou non la combinaison identifiant mot de passe fonctionne sur le site qui les intéresse. Et au fond, que le leak provienne de ce site-là ou pas, n'a pas vraiment d'importance. Que ça vienne d'un moteur de recherche, d'un jeu vidéo, d'un réseau social, la probabilité que certaines combinaisons fonctionnent, parce que les gens réutilisent leur mot de passe, est très élevée. Et puis si vous avez des millions d'entrées dans votre combo liste, rien que 1%, ça peut faire des dizaines de milliers de comptes piratés en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. Un claquement de doigts. Les pirates vont être très intéressés par des logiciels comme Sentry MBA pour certaines fonctions assez avancées, notamment qui vont leur permettre d'utiliser des listes de proxy pour éviter que leur IP se fasse bannir. Ou alors une fonctionnalité pour tenter de bypass les captcha. Vous savez, les petits trucs là qui servent à vérifier si vous êtes un ordi. Et ben avec un OCR, la reconnaissance d'image, parfois c'est possible de les contourner. Pour ceux qui se demandaient d'ailleurs à quoi ça servait ces machins, c'est exactement pour ça. C'est pour éviter qu'un robot fasse ce genre de truc. Quand ils trouvent une combinaison qui fonctionne, ils appellent ça un hit. Mais alors, une fois qu'ils ont fait suffisamment de hits, qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces comptes? Ils vont pas les utiliser tous pour leur usage personnel. Ils ont autre chose à faire, je pense. Comme vous vous en doutez, ils vont les vendre. Et là, vous vous dites peut-être que tout ça doit sûrement se passer sur des plateformes ténébreuses et secrètes dont vous avez entendu parler à la télé, sur le darknet. Alors que, en réalité, 90% des cas, ça se passe sur des sites tout à fait normaux, des forums, comme il en existe partout. En fait, on va dire que ça dépend du niveau d'illégalité. Pour tout ce qui va être plutôt divertissement, donc les plateformes de VOD, Spotify, la pornographie, tout ça, ça va être à des endroits assez accessibles, ce qui veulent toucher monsieur tout le monde. Et aussi parce que, honnêtement, ils s'en foutent. Ce genre de forum ne tombe jamais. Il y en a même qui vont utiliser tout simplement des plateformes qui sont faites pour vendre des biens numériques, genre Sally.gg par exemple. Par contre, quand ça va concerner des sujets un peu plus sensibles, genre un compte Uber, où là, vous pouvez débiter de l'argent directement quand vous faites une course. Ou alors des comptes PayPal, voire des comptes bancaires, des documents d'identité. Là, ça commence à être de plus en plus sensible et donc ça va souvent être sur des forums plus difficiles d'accès où il faut par exemple être coopté. Ou alors il y a un processus de recrutement avec des questions à l'entrée, des grades à passer. Et parfois, de temps en temps, c'est vrai, vous pouvez trouver ça sur Tor. D'ailleurs, même si certains de ces forums sont accessibles, c'est pas le cas de tout. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'aller interviewer Agathe, qui travaille chez Intrinsèque, qui, pour résumer, aide les entreprises à se protéger. Et elle, qui est dans la veille, une partie de son boulot, c'est justement d'aller
d'aller se balader sur ces forums, de faire comme si elle était un pirate, donc récupérer un maximum d'informations sur les potentielles menaces, sur l'activité des pirates, etc. Et donc elle va sûrement pouvoir nous éclairer. Pour ce qui est de l'endroit où ça se trouve, c'est vraiment comme tu le dis, pas que sur le dark web du tout, même si c'est ce qui est maintenant de plus en plus connu, Tor, etc. Les plus gros enjeux pour nos clients se déroulent en général sur le surface web, comme on appelle. Surface, du coup, ça va être des liens tout à fait légites, on pourrait même tomber dessus par hasard. Dark, ça va du coup être des forums un peu plus spécialisés, un peu plus difficiles à trouver, mais qui, une fois qu'on entre sur Tor, sont très faciles à retrouver. Il y a de plus en plus de sites qui se spécialisent encore un peu plus dans les logs, vraiment ça, les comptes usurpés. Donc il y a un des markets surtout qui a émergé il y a environ un an, qui est accessible moyennant un paiement, et qui lui va proposer par exemple de la vente de plus de 60 000 bots, des sortes de robots qui indexent des systèmes piratés. C'est entre 0,60 centimes pour les bots où il y a vraiment très peu d'identifiants et surtout pour des comptes avec assez peu d'intérêt, et ça peut monter jusqu'à 92 $ pour juste acheter les identifiants d'une victime sans la connaître au préalable. Et c'est assez souvent qu'on va avoir par exemple des posts sur un forum avec une personne qui va mettre oh là là, pas mal de hits aujourd'hui, et donc là il nous prend en screenshot sa config qui permet de générer des comptes en fait. Il a réussi à comprendre en fait comment fonctionnait la création de comptes de cette entreprise, et ensuite on va générer plein de comptes qui existent déjà et qui payent déjà et les usurper. À l'intérieur, pour nourrir ces logiciels-là, il va utiliser ce qu'on appelle des combolistes ou des trucs comme ça? Ouais, par exemple, c'est ça. C'est pour ça qu'aussi on retrouve énormément de fresh combolistes. C'est des listes qui sont censées être assez nouvelles, donc ça veut dire que ce ne sera pas déjà utilisé, donc plus de chances de hit des comptes, toujours. C'est des trucs qu'on peut acheter et aussi, voilà. j'imagine. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a aussi des gens qui en partagent. Après, il faut toujours être le premier arrivé, premier servi. Et notamment, le partage beaucoup plus sur d'autres surfaces. Par exemple, Discord, Telegram. Ça, on retrouve énormément maintenant de fil entier de discussion. Voilà, c'est ça. Les applications de messagerie sont devenues très utilisées pour ça. Ça veut dire qu'en fait, ton métier, c'est aussi de te balader là-dessus. En fait, comment toi, est-ce que tu peux te faufiler finalement parmi les pirates et arriver à avoir accès à ce genre de trucs-là? Il y a plusieurs choses. Toujours garder une trace de tous les forums qu'on a pu visiter. Même s'il y en a un qui devient down, comme on dit, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'il est inactif, on va pouvoir aussi retomber dessus quelques mois après. Il sera à nouveau là, comme par miracle. Et après, nous, on a énormément de fausses identités. On utilise bien sûr des pseudos qui ne ressemblent pas pour pouvoir aller sur ces forums. On peut parfois répondre à des questions pour pouvoir être accepté sur un forum. Donc on essaie de se concerter, nous, entre l'équipe veille pour savoir quoi répondre, qu'est-ce qui est plausible, etc. En fait, plus tu t'en imprègnes, plus tu lis des choses, surtout pendant la première année où tu travailles dans la veille, et plus tu comprends vraiment, limite, où faut faire la faute d'orthographe pour ne pas passer pour quelqu'un de bizarre par rapport à eux. Là, c'est assez simple. En fait, ça fait partie joli, des... hein, ouais. Oui, celui-là, il est assez stylé. Ouais. En fait, souvent, ceux qui restent longtemps, c'est ceux qui mieux sont... foutu que plein de vrais Ouais, sites. carrément. On finit toujours par les cramer sur les fautes d'orthographe, Ouais. mais sinon, c'est pas mal. Donc là, ça fait partie des markets qui ont émergé ces dernières années, qui sont vraiment très spécialisés. Lui, par exemple, ce market, il va pas vendre des médicaments, pas non plus des drogues, rien du tout, à part des logs. Donc là, tu peux chercher, si tu cherches une IP précise, est-ce que tu cherches une personne précise, par exemple, pour ressembler ensuite à cette personne pour usurper son compte? Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on va voir directement les sites, et en fonction de nos clients, on regarde s'ils sont exposés. On va prendre n'importe quel client, enfin, pas des nôtres du moins. Allez, quelque chose que je connais pas, je lance la recherche, et là, on va voir le nombre d'identifiants qui sont disponibles. 3477. C'est limite assez faible en fait, parce qu'on a vraiment des clients qui sont exposés à coût de 18 000, 19 000. Là, on est sur un navigateur classique, on est sur Chrome. Comment ça se fait que ce genre de plateforme-là, elle puisse tenir en ligne longtemps? La question c'est jusqu'à quand? Je m'inquiète pas tellement pour eux parce qu'il y a énormément de forums qui sont enregistrés et qui sont référencés de façon tout à fait légitime et qui continuent à produire du contenu, à être très très actifs, comme par exemple Red Forum que je te montre là. La particularité de ce forum, lui, c'est vraiment les bases de données, et donc là, comme tu peux le voir, depuis 2015, ce forum met à jour une liste de bases de données. On peut également se demander qui sont les pirates qui se cachent derrière ces trafics. Est-ce que ce sont des chevaliers noirs qui luttent contre le système avec leur capuche? Non. Bon, il se trouve que, en réalité, dans ce secteur, ça va cibler surtout des jeunes, voire des très jeunes. J'étais halluciné de voir sous mon tweet certains d'entre eux se targuer de faire ça de leur passe-temps. Mais en fait, c'est assez compréhensible. Déjà, la barrière à l'entrée technique est assez faible. Pas besoin d'être un pro du dev et encore moins de la sécurité pour réussir à récupérer certains de ces comptes, voire même trouver une faille SQL ou deux pour créer des combolistes. Une autre raison, probablement, c'est que le risque est honnêtement assez faible. C'est illégal, bien entendu, personne n'en doute, mais la probabilité que la police bouge son petit doigt si jamais vous allez la voir et que votre Spotify a été piraté est faible, très faible. Par contre, plus on avance dans l'illégalité, que ce soit des comptes Uber, PayPal, des comptes bancaires, voire des fraudes un peu plus complexes, des arnaques par exemple au crédit qui ont beaucoup lieu aux États-Unis, là on va avoir affaire à des cybercriminels un peu plus expérimentés forcément. D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant certaines discussions en dessous de ce fameux tweet où certains se créent une barrière entre ce qui était acceptable, voler un compte Netflix ou Spotify, ça va, et ce qui n'était plus acceptable. Et ça rentre dans la psychologie de la criminalité que je trouve très intéressante. Pour détecter les fuites de données, il est aussi possible d'utiliser des moyens techniques. Et ça, c'est Guillaume qui s'en occupe. En fait, on a plein de sources de données sur Internet, du coup qu'on récupère, qu'on indexe dans notre base de données, et ensuite
derrière, on fait des recherches avec des mots-clés de nos clients, des adresses IP, des noms de domaine, des noms de personnes, et du coup, ça génère des notifications qui sont ensuite analysées. C'est un genre de moteur de recherche targeté sur les données personnelles. En fait. Exact, et les fuites de données. Cible des endroits particuliers, j'imagine. Ça m'amuse pas à récupérer toutes les données d'Internet. Le Bon Coin, par exemple, vous n'intéresse pas trop. Si justement le Bon Coin nous intéresse, parce que je dis ça au hasard. Je prends un exemple du Bon Coin qui est déjà arrivé. En gros, c'est des personnes qui vont revendre un disque dur, mais qui n'ont pas enlevé les données de manière sécurisée. Et ce qui fait qu'il peut rester des documents de travail sur le disque dur. Et on sait qu'il y a des entités qui rachètent énormément de disques durs sur le Bon Coin pour essayer de récupérer des informations qui pourraient traîner dessus. Donc le Bon Coin, c'est une bonne source de données en fait. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que c'est vraiment aussi fréquent qu'on dit que nos données à nous se baladent dans la nature? Oui, sinon c'est vraiment très fréquent. Il y a des docs. Alors docs, c'est quand en fait il y a des acteurs malveillants du coup qui vont cibler une personne ou un groupe de personnes. Ils vont renseigner toutes les informations, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, adresse physique. Souvent c'est des groupes qui veulent s'attaquer à telle personne, des présidents de telle boîte, etc. Et du coup quand ça concerne nos clients, on prévient, on fait voilà, il y a vos informations qui traînent sur un pass-bin, qui sont liées à telle attaque. Mais là c'est vraiment une action malveillante des gens, ils ont récupéré des informations et ils le partagent pour préparer une attaque en fait. Voilà, c'est toutes les informations des employés de telle entreprise. En fait c'est un employé qui rentrerait chez lui avec des documents de travail sur une clé USB, qui la brancherait sur son NAS, donc sur son disque dur, qui serait mal configuré et du coup qui serait exposé sur internet. Et donc du coup on aurait accès aux documents qui sont sur la box internet par exemple. Et du coup c'est pour ça que nous on va aller justement checker tous ces stockages connectés parce que on retrouve des cas de négligence en fait. C'est même pas une action malveillante d'aller ramener les documents chez soi, mais c'est la négligence et c'est 90% des fuites de données. Ton disque dur qui est posé devant ta porte chez toi. Alors que la porte est fermée à clé, mais le disque dur est sur le palier quoi.